très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. L'association Tonyon Diguemay, qui signifie en dogon suivant la vérité, a décerné une attestation de reconnaissance au guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara. La cérémonie a eu lieu ce mardi 13 février au domicile du guide à Bankoni, Djankinebougou. Dans ce même cadre, l'association des tailleurs professionnels et ouvriers de la commune 5, en partenariat avec la chambre de commerce de la commune 5 du district de Bamako, a elle aussi remis au guide un lot de 210 habits cousus destinés aux orphelins des vaillants soldats tombés sur le champ de l'honneur. Al-Amidou Badini Fousséni Keita. Prêcher l'islam et inviter les gens à suivre le chemin de la droiture, tel a toujours été le message bienveillant du guide spirituel des Ansar à Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara. Un message qui n'a pas laissé indifférents les membres de l'association Dogon Tonyon Diguemay. C'est pourquoi elle décerne cette attestation de reconnaissance accompagnée du drapeau national au guide spirituel pour son patriotisme et ses multiples actions en faveur de la promotion de l'islam. On a fait ça pour notre guide. Donc pour son engagement avec l'islamique, donc pour son engagement avec le pays pour la paix. On a écouté notre guide, ce qu'il avait dit, donc on a compris ça pour que notre camarade aussi peuvent comprendre ça, ce qu'on a compris, donc pour que ça aille au village. Pour aborder dans le même sens, l'association des tailleurs professionnels et ouvriers de la commune 5, en partenariat avec la chambre des métiers de la commune 5, a confectionné 210 complets qu'elle entend distribuer aux orphelins de nos vaillants soldats tombés sur le champ de l'honneur. Pour ce faire, elle a choisi de passer par l'entremise du guide spirituel qui a toujours œuvré pour la cause de nos forces armées. Aussi, une occasion pour l'association des tailleurs professionnels et ouvriers de la commune 5 de remercier le guide spirituel des Ansar, président du GLSM, pour ses multiples efforts consentis dans le cadre de son parrainage de la 23e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. L'objectif est que nous avons initié ça pour donner ça aux enfants de nos braves soldats qui sont tombés sur les champs d'honneur. Nous avons initié ça pour chacun a sa part de solidarité, de manifester, chacun a sa façon de manifester les choses. C'est pour cela que nous n'avons pas organisé un balance show ou concert comme ça. Nous avons organisé ça tout bonnement pour donner ça au shérif Ousmane Madani Aïdara pour qu'il puisse aller donner là où on devrait aller donner. Nous avons initié ça pour donner, parce que lui, il a fait auparavant, avant que nous avons initié ça, il a fait ça. À chaque fois, il dit, tenons-nous la main pour les soldats. Tenons-nous la main. À chaque fois, il dit ça. C'est pour cela que nous avons initié ça. Présents à la cérémonie, les membres du GLSM ont remercié les donateurs pour leurs gestes pleins de sens et invité l'ensemble de la population malienne à s'inspirer de cet exemple. Les mots que j'ai à dire, c'est que suite au mois de la solidarité, dont le parrainage a été confié au cheikh Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, nous avons émis le vœu de faire un suivi. C'est-à-dire que le mois de la solidarité, au-delà du mois, les actes qu'on va poser pendant le mois seront suivis. Et ça, c'est l'un des premiers actes. C'est-à-dire que les tailleurs de la commune 5 ont fait un don à l'armée à travers les shérifs, qui doit être remis aux orphelins de guerre. Donc, comme on a dit, tous les points qui ont été abordés pendant le mois de la solidarité feront l'objet d'un suivi, jusqu'à la scolarisation des gens qu'on a parrainés pendant le mois de la solidarité. Donc, c'est une œuvre perpétuelle qui est là. À l'endroit, entre-temps, il y a eu les jeunes de Gon aussi, qui sont venus les remercier, qui ont fait les déplacements de leur contrée jusqu'ici. Donc, on remercie les shérifs, on remercie sa présidence du groupement, parce que ça permet au groupement de réaliser les objectifs qui s'est fixés, à savoir l'entente, la paix et le développement. Ces deux cérémonies conjointes ont pris fin sur une note de bénédiction pour souhaiter bon vent à ces deux associations de bonne volonté. Conformément à sa politique et à sa vision, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, depuis sa nomination, a initié une série de visites dans les structures publiques
et parapublics pour s'imprégner de leurs conditions de travail. Amadou Traoré, Abdoulaye Sogodogo. Cette série de visites du Premier ministre dans les structures publiques et parapubliques cadre parfaitement avec la vision du président de la République. Objectif, s'imprégner des conditions de travail et de fonctionnement de ces structures. C'est à cet effet que la centrale syndicale de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a reçu la visite du chef du gouvernement, qui a été prolifique selon son secrétaire général, M. Yacouba Katile. Nous n'avons pas aujourd'hui parlé des revendications comme telles. Il s'agissait tout simplement de faire un certain rappel à l'endroit vraiment du Premier ministre par rapport aux préoccupations des travailleurs, par rapport à des accords signés entre les gouvernements et soit nos affiliés ou la centrale même, l'UNTM, pour que la prise en compte de ces préoccupations puisse être également une priorité des gouvernements. Alors, c'est ces différents éléments que nous avons vraiment abordés. Et ce que j'ai ajouté, c'est que, au regard de tout ce qu'il nous a dit, nous sommes vraiment contents de cette visite ce matin, que nous devons saluer sa juste valeur. C'est une première quand même depuis, je ne sais pas, un certain temps qu'un Premier ministre se rend au siège de la centrale syndicale pour rencontrer les partenaires que nous sommes, échanger avec eux et savoir vraiment les préoccupations majeures, appréhender les enjeux. Et cela se comprend aussi parce que les anciens syndicalistes, dans ces mêmes bureaux ici, à des moments donnés, il a eu à gérer les affaires des travailleurs. Donc il a une maîtrise parfaite de la situation syndicale. Toutes choses que nous pensons que ça doit être profitable pour les syndicalistes, en tout cas pour nous, représentants des travailleurs, à pouvoir faciliter les démarches pour la mise en œuvre de nos préoccupations à travers les accords que nous avons signés avec les différentes parties des services des administrations de l'État. Bon, naturellement, ce qu'il faut comprendre, de nos jours, l'exigence fondamentale pour faciliter les rapports entre les partenaires sociaux, les gouvernements, les États, c'est le cadre de dialogue social. Le Mali n'a pas ce cadre digne de ce nom aujourd'hui parce que nous n'avons pas une structure qu'on peut parler comme telle, pour la simple raison qu'il y a des préalables. Ces préalables manquent et nous avons tenu à soulever. Et c'est ces préalables pour qu'on puisse en tenir compte et que les secteurs soient réglementés dans ce cadre-là pour faciliter cette gestion. Et nous pensons que cela a été compris et nous entendons les réactions futures. À la suite de cette visite, la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSM, a été la deuxième structure visitée par Soumelou Boubé Maïga. Là aussi, les échanges ont été très fructueux, à en croire le patron de la dite structure. Il est même de coutume que chaque fois qu'il y a un Premier ministre nouveau, qu'il prenne contact avec les partenaires sociaux. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que M. le Premier ministre a voulu, accompagné de sa délégation, rendre une visite de courtoisie aujourd'hui à la Confédération syndicale des travailleurs du Mali. Ben oui, bon, je pense que, comme on le dit, il nous parle un peu des préoccupations et nous le disons notre point de vue là-dessus. Je pense que pour une visite de courtoisie, nous sommes vraiment satisfaits de ce que nous avons entendu. Nous sommes un partenaire social, une organisation syndicale qui a priori compte parmi ses partenaires, sinon ses premiers partenaires, le gouvernement. C'est dans le cadre, disons, d'un dialogue social que nous appréhendons, nous discutons toutes nos préoccupations. Mais en fonction de cela, je pense qu'on peut, comme on le dit, aller ensemble. Et cela n'exclut pas que, quand nous n'avons pas les mêmes points de vue, les exprimer et de part et d'autre prendre les dispositions pour que nous nous entendions.
Partout, le Premier ministre et sa délégation ont été accueillis en grande pompe avec à la clé des propositions de solutions aux différents problèmes que connaissent ces différentes structures. Voilà, c'était un reportage signé Amadou Kamara Abdoulaye Sorodogo. À Abidjan, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a donné ce 14 février sa première conférence de presse depuis sa prise de fonction il y a un an. Moussa Fomba. Première conférence de presse depuis sa prise de fonction il y a un an. Ce 14 février, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est revenu sur son action passée et les questions sociales, politiques et économiques, dont la récente loi fiscale sur laquelle le gouvernement vient de faire machine arrière. Après la levée des boucliers des petites et grandes entreprises qui ont vu dans l'annexe fiscale 2018 une décision périlleuse pour leurs activités, le gouvernement ivoirien, qui avait omis de consulter ses partenaires, est finalement revenu sur la récente loi fiscale. Une nouvelle version de la règle fiscale qualifiée de consensuelle par le gouvernement devrait être proposée. Alors que les recettes de l'État ivoirien liées notamment au cacao sont en forte baisse, les dépenses restent constantes. Il faudrait élargir l'assiette fiscale au secteur informel qui représente 40% du produit intérieur brut. Une entreprise difficile, mais le bâton fiscal ne peut tomber éternellement que du côté des entreprises qui payent des impôts, s'acquittent des droits de douane ou de leur patente commerciale. Tous devront payer des impôts si le gouvernement de Gon Coulibaly veut réussir à financer ces innombrables chantiers d'infrastructures, de couverture médicale universelle, de scolarisation obligatoire ou d'électrification. Et nous poursuivons avec le commentaire de l'actualité africaine. C'est tout de suite un bref et en image avec Abdul Karim Sako. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma ne veut pas quitter le pouvoir. À l'issue d'une réunion marathon lundi soir, l'ANC lui a demandé de démissionner. Cela fait une semaine que des négociations sont en cours pour que le chef de l'État, embourbé dans les scandales, quitte le pouvoir de façon anticipée. Jacob Zuma a promis de donner sa réponse au plus tard ce mercredi. Le président Zuma voudrait notamment participer au prochain sommet des BRICS qui doit avoir lieu à Johannesburg. Cette demande a été rejetée. L'ANC n'a pas donné de date butoir au président, même si le parti a déclaré que ce dernier s'était engagé à donner sa réponse au plus tard ce mercredi. Constitutionnellement, il n'est pas contraint de se soumettre à la décision de son parti et pourrait décider de jouer les prolongations. L'ANC a déposé une motion de défiance contre le président Zuma, laquelle sera débattue jeudi 15 février au Parlement s'il n'a pas remis d'ici là sa démission comme le lui a ordonné son parti. Le jugement de plus de 1000 suspects appartenant au groupe islamiste Boko Haram a été marqué lundi par la condamnation à 15 ans de prison d'un des ravisseurs des lycéens de Chibok dans le nord-est en 2014. Aruna Yahya, un handicapé de 35 ans, a plaidé coupable et demandé la clémence des jurés pour avoir été forcé à intégrer le groupe djihadiste selon son avocat. Il faisait partie de plusieurs centaines de membres présumés de Boko Haram qui ont comparu lundi devant le tribunal de la base militaire dans le centre du pays. Plusieurs accusés ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 3 à 15 ans dans le cadre de ce procès de masse. Les autorités nigériennes affirment que plus de 6000 suspects de Boko Haram sont détenus dans le pays. On sait désormais où se trouve Namata Diteng, disparu depuis dimanche. L'officier aurait été enlevé par les sécessionnistes anglophones, information confirmée par la force publique camerounaise qui a reconnu que l'un de ses hauts responsables était absent dans la région anglophone, dans la ville de Batibo au nord-ouest où sa voiture a été retrouvée dimanche calcinée dans une zone isolée. Il avait été dépêché dans la région pour s'assurer du bon déroulement des préparatifs de la journée de la jeunesse du 11 février dans la région. Toutefois, s'il est avéré que c'est le mouvement séparatiste qui est l'auteur de l'enlèvement, l'affrontement entre séparatistes et forces de défense devrait connaître un nouveau tournant. La police burundaise a implicitement menacé d'arrestation ceux qui font campagne pour le non au référendum constitutionnel très contesté prévu en mai et qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'à 2034. Au total, un professeur de collège et 4 lycéens ont été arrêtés pour ce motif depuis 3 jours, un des collégiens ayant été appréhendé et menotté alors qu'il se trouvait en classe, selon une source administrative et des témoins. Le gouvernement a lancé le 12 décembre une campagne d'explication autour de la réforme constitutionnelle, mais la campagne officielle ne commencera que 2 semaines avant le référendum et personne n'est encore autorisé à défendre ouvertement le oui ou le non.
L'opposition dénonce un deux poids, deux mesures flagrant, estimant que les ministres et responsables du parti au pouvoir CNDD-FDD n'hésitent pas à faire campagne pour le oui. Dans le carnet santé d'aujourd'hui, Tata Touré nous donne d'amples informations sur la cirrhose du foie, qui est une maladie causée par la consommation chronique d'alcool ou par virus hépatotrophe. Suivons ce reportage. La consommation d'alcool est devenue monnaie courante pour la jeunesse malienne. Rares sont aujourd'hui nos jeunes qui ne boivent pas. Le phénomène est devenu abusif au Mali. Maintenant, les jeunes consomment la bière sans complexe ni honte. Et encore le plus grave, c'est qu'ils ne se soucient pas, c'est que ce liquide peut causer plusieurs maladies sur leur propre santé, particulièrement la cirrhose qui se caractérise par un remplacement progressif des tissus sains du foie par des nodules et du tissu fibreux qui altèrent peu à peu la fonction hépatique. Donc la cirrhose, c'est une maladie du foie. Une maladie du foie qui est due à toute agression chronique du foie. Par différents agresseurs. Ces agresseurs, ça peut être les virus. Le plus souvent, c'est les virus chez nous, au Mali. Le virus B et le virus C. Ça peut être l'alcool, ça peut être l'obésité, ça peut être les médicaments. Ça peut être les maladies auto-immunes, les hépatites auto-immunes, ça peut être les maladies héréditaires et métaboliques et ainsi de suite. Donc, mais vraiment, la cause la plus fréquente au Mali, c'est le virus de l'hépatite B. Donc les symptômes de la cirrhose du foie apparaissent souvent très tardivement, lorsque 80% des cellules hépatiques sont détruites. Une cirrhose peut passer totalement inaperçue avant que les premières manifestations apparaissent. Un manque d'appétit, une fatigue et une perte de poids peuvent représenter les premiers signes de la cirrhose. C'est une maladie qui va se manifester très généralement par ce qu'on appelle le syndrome œdématocytique, c'est-à-dire qu'on a une augmentation du volume de l'abdomen due à la présence de l'eau, la présence de l'eau dans le péritoine. Bon, je vais dire l'abdomen pour que le ventre, pour que les gens puissent comprendre. Et les œdèmes des membres inférieurs, les pieds vont prendre du volume. Quand on appuie sur la peau, il y a la trace des doigts qui reste, on appelle ça le godet. Donc ça entraîne cette chose-là. Les yeux peuvent devenir jaunes et on peut voir sur un abdomen qui est volumineux des vaisseaux qui sont visibles. En temps normal, ces vaisseaux ne sont pas visibles, on appelle ça des circulations veineuses collatérales. Ça va entraîner aussi une augmentation du volume du foie dans certains cas où le foie va être diminué de volume, mais le foie peut être de volume normal. Ça va entraîner une augmentation de la taille de la rate. Ça peut entraîner ça. Ça peut entraîner des anomalies de coloration au niveau des mains. Les ongles qui peuvent prendre une coloration blanche ou des ongles qui peuvent être bombés. On appelle ça l'hypocratisme digital. Donc ça peut donner aussi certaines taches au niveau de la peau qui sont visibles sur une peau blanche qu'on appelle les angiomes. Donc c'est tous ces éléments-là qu'on rencontre au cours de la cirrhose. Donc quand on a ces manifestations, très généralement on fait des investigations. Ces investigations, c'est basé sur le bilan sanguin. Doser certaines substances qui explorent l'insuffisance hépatocellulaire et l'hypertension portale qui sont les conséquences de la cirrhose. On va doser dans le sang chercher les causes de la maladie. On va chercher les complications. On va faire le bilan sanguin pour chercher les complications. Ensuite, on va faire des examens radiologiques. Après l'avoir consommé, l'alcool passe directement dans le sang par l'absorption au niveau de l'intestin grêle. Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé a toujours conseillé de s'abstenir de boire de l'alcool, car il peut avoir des retentissements sur la santé, aussi religieusement, moralement et économiquement. L'alcoolisme n'est que nocif.
Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. Bonsoir à tous.